nous allons explorer une problématique qui a été mise au cœur du débat public par le président de la République. C'est la question de l'infertilité, avec un grand plan de lutte annoncé. Alors en 2023, il faut savoir que seulement 700 000 bébés sont nés en France, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ne fait-on plus d'enfants en France? Est-ce un choix des couples ou est-ce parce qu'ils ont des difficultés à concevoir un enfant? Nous allons voir ça avec Bertrand Felloni, gynécologue et coordonnateur du Centre d'assistance médicale à la procréation au CHU, Lionel Méry, médecin biologiste en reproduction et responsable de ce même centre, et Tiffaine Semet, gynécologue au sein aussi de ce même centre. Alors en quelques mots, docteur Méry, déjà présentez-nous ce centre qui a connu une nette évolution depuis 2021. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors d'abord un tout petit rappel sur l'histoire de la PMA dans le monde. Le premier, alors un petit préambule quand même. Si on est représenté ici les gynécos et les biologistes de la reproduction, c'est qu'en France, la PMA s'articule au niveau de nos deux spécialités. Voilà. Et à Saint-Étienne, il y a une particularité, c'est qu'on s'entend très bien, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des centres en France, pour ne pas vous mentir là-dessus. Bon, reprenons un peu sur l'histoire de la PMA dans le monde. Premier bébé né en 1978. Il s'agit de Louise Brown en Angleterre. 4 ans après, premier bébé. On appelait ça bébé éprouvette à l'époque. Pour ceux qui ont les cheveux gris, ils connaissaient ce terme. On l'emploie plus trop maintenant, mais c'était bébé éprouvette. 1982, Amandine née à Clamart, à Paris. Et alors, concernant le CHU de Saint-Étienne, 4 ans après, 1986, les premières fécondations in vitro ont eu lieu, avec les premiers bébés qui sont nés juste derrière. Et on va dire que l'activité s'est un peu stabilisée de cette époque jusqu'en 2005 environ. On faisait à peu près 400 fécondations in vitro au CHU de Saint-Étienne. Ensuite, l'activité a commencé à bien monter. On va dire de 2010 à 2024, on est autour de 750 ponctions, maintenant depuis quelques années. Mais on va voir que cette activité, il y a une petite évolution. Vous l'avez évoqué avec l'année 2021. Il s'agit en effet de l'évolution de la loi de bioéthique. Alors la loi de bioéthique, la première remonte à 1994 et il y a eu plusieurs versions. Et de 1994 à 2021, il y avait un paradigme qui était clair et net, c'est qu'on ne pouvait prendre en charge que des couples hétérosexuels, donc un homme, une femme. 2021, évolution. On a pu, maintenant, on peut prendre en charge les femmes en couple, les femmes seules, et autre évolution aussi, on peut préserver les ovocytes sans raison médicale. Pour d'un point de vue sociétal, les femmes qui désirent être conservées, on peut les conserver entre 29 et 37 ans. Est-ce que vous avez vu un changement d'ailleurs Alors, oui. Allez-y. Est-ce un changement justement au niveau de la fréquentation du centre? Tout à fait. Alors, concernant les femmes seules et les femmes en couple, il fallait forcément qu'on ait en face des dons de spermatozoïdes pour pouvoir avoir accès à ça. Et il fallait un petit délai. Donc, août 2021, la loi évolue et on a commencé à voir apparaître vraiment effectivement la prise en charge de ces femmes seules et des couples de femmes fin 2022. Et on va dire que je vais vous faire un petit chiffre pour 2023, ça va être plus simple. 2023, on a réalisé à peu près une trentaine de prises en charge pour de l'AMP pour ces femmes seules et les femmes en couple, ce qui représente moins de 5% de notre activité. Concernant la conservation d'ovocytes, là, on a une augmentation plus importante. Ça représente environ 17% la conservation d'ovocytes. Et sur 17%, il y en a à peu près 12%, enfin plus de la moitié qui sont des indications sociétales. Donc les femmes qui désirent congeler leurs ovocytes, voilà, parce qu'elles n'ont pas encore de désir de grossesse immédiatement. Et souvent, c'est qu'elles sont seules. Voilà. Et simplement un tout petit parallèle, c'est qu'on conservait déjà des ovocytes d'un point de vue médical depuis 2011 déjà. Depuis 2011 à 2021, il y avait toutes les femmes qui ont des insuffisances ovariennes prématurées ou des cancers, souvent des cancers. Ces femmes-là, on pouvait déjà leur conserver leurs ovocytes. Mais 2021, il n'y avait plus aucune raison. Toutes les femmes ici qui ont moins de 37 ans et plus de 29 ans, vous pouvez venir chez nous et on pourra congeler vos ovocytes éventuellement si besoin. Voilà. Alors, avant de passer la main à la deuxième question, simplement, je vais faire un tout petit pour faire un rappel simplement que l'AMP, on en parle beaucoup, mais ce n'est que 3,5% des naissances en France encore en 2024. Donc on va dire 96,5%. Tout ce qu'on entend, les chiffres qui baissent, ce n'est pas lié à notre activité, ce n'est pas lié à autre chose qu'on va voir tout au long de cette table ronde.
Alors, je rappelle en introduction ce chiffre inquiétant de 700 000 bébés nés seulement en France en 2023. Alors, docteur Feloni et docteur Semet, est-ce que vous aussi, vous observez cette tendance au CHU? Est-ce que vraiment on fait moins d'enfants? Au CHU aussi, on a perdu des naissances, puisqu'on est passé entre 2013 et 2023, on a perdu 250 naissances, qui représentent moins 8% de notre activité. On faisait 3170 accouchements en 2013 et en 2023, 2921. Dans notre réseau de périnatalité qui recouvre toute la Loire plus le centre hospitalier d'Annonay, on a perdu 13% des accouchements. Et le chiffre qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'on a perdu 6% en 3 ans, entre 2021 et 2023. Donc il y a une vraie baisse notable, un peu marquée en 2021, qui se ressent moins au CHU parce qu'on est une grosse maternité et qu'on gère toutes les grossesses difficiles du coin. Mais globalement, on a perdu à peu près 10 à 15% des naissances en France. Alors, est-ce que c'est l'âge plus tardif de procréation qui explique cette baisse de la natalité, ou est-ce une qualité des ovules des femmes altérée par des facteurs qui seraient à l'origine de cette baisse-là? Non, c'est clairement le recul de l'âge de la maternité qui fait que l'on baisse en nombre d'accouchements. Entre les années 70 et les années 2020, le recul de l'âge moyen est d'à peu près 4 ans. Les femmes commençaient à faire des enfants à 24 ans. Maintenant, elles commencent la première grossesse aux alentours de presque 29 ans. Et l'âge moyen des grossesses pour les femmes est presque à 32 ans, alors qu'il était à 28 ans dans les années 70. Donc ces 4 ans-là sont des années, entre guillemets, pour la fertilité de perdu, les ovaires étant des organes ancestraux. Et je dis en préambule à votre question que Mme Cro-Magnon avait les mêmes ovaires que Mademoiselle Feloni. Mademoiselle Feloni n'a toujours pas d'enfant alors qu'elle a 28 ans. Et à l'époque de Mme Cro-Magnon, elle serait morte déjà depuis au moins une dizaine d'années après avoir fait 3 ou 4 enfants. Donc c'est le recul de l'âge de conception qui fait qu'on baisse en fertilité. Bien sûr, on aimerait désigner des coupables environnementaux, et il y en a. Il y a des abaisseurs de fertilité qui sont... En lesquels? Est-ce qu'on sait? Alors, il y en a de multiples, hein, c'est vraiment multifactoriel, mais je pense qu'il faut rappeler le tabac, le surpoids avec l'alimentation transformée, la consommation de sucre excessive et beaucoup de sucre caché, mais également plein de pollueurs environnementaux dans l'air, le plastique, les produits ménagers, les cosmétiques. C'est difficile d'en pointer un précisément. Quel impact ils ont vraiment, ces facteurs-là? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que des études quand même l'ont un peu mesuré? Il y a des études de cohorte, des grosses études nationales dans tous les pays occidentaux qui ont été faites, qui ont désigné un ensemble de produits qu'on peut appeler des perturbateurs endocriniens qui modifient l'activité des hormones, dont les ovocytes. Mais les perturbateurs endocriniens est très dur d'en désigner un spécifiquement, car ils fonctionnent à des toutes petites doses, avec des effets associatifs, des effets cocktails. C'est l'ensemble de plusieurs polluants qui va être responsable d'un trouble qu'on va pouvoir mettre en exergue, mais 20 ans, 30 ans après. Un des exemples a été le Distilbène, qui a été donné dans les années 50 pour éviter, soi-disant, les fausses couches. Au bout de 2 ans, on savait que ça n'évitait pas les fausses couches, mais sous la pression des laboratoires, ça continuait à être vendu. Et dans les années 70, on s'est aperçu que ce Distilbène était responsable de malformations chez les filles qui étaient nées de mères qui avaient pris ces médicaments. Et malheureusement, maintenant, c'est les petites filles qui ont aussi des soucis, et les petits garçons. Donc ces perturbateurs endocriniens peuvent traverser les générations, peuvent aussi se réparer, il ne faut pas non plus être trop pessimiste, mais fort à parier qu'on arrivera à identifier quelques facteurs, mais les principaux sont des facteurs très évidents, très évitables, et je dirais le principal, c'est le tabac, qui empeste nos vies, qui est responsable d'environ... qui est responsable d'une baisse de la fertilité
tabac, est-ce qu'on peut parler de la cigarette électronique aussi dedans? Vous l'englobez Alors, ou pour pas? le coup, on parlait du recul de ces perturbateurs endocriniens et je pense que la cigarette électronique est relativement récente, donc les effets, on aurait tendance à dire ils sont moindres, mais finalement, ça reste très chimique comme produit et peut-être qu'on ne connaît pas encore les effets néfastes de la cigarette électronique. Le tabac, pour le coup, a été étudié, a essayé d'être mis en évidence, mais encore une fois, c'est souvent multifactoriel. Donc, dans toutes ces études, il y a énormément de biais qui font que pour pointer un perturbateur endocrinien, c'est difficile, mais le tabac est responsable d'une perte de 3% de fertilité à peu près. En fonction des études, ça peut être un petit peu très variable, mais on sait que l'arrêt du tabac est modifiable, c'est-à-dire que l'arrêt du tabac, après plusieurs années, on récupère une fertilité à un taux sans tabac. 3%, ça peut être beaucoup à un certain âge ou par exemple plus Alors, jeune? Moi, la fertilité maximale, elle est à 25 ans. Pour vous donner une ordre d'idée, 25% de chances de grossesse par cycle à 25 ans. Là où à 30 ans, on n'est plus qu'à 13%. Donc si vous perdez 3% à ce moment-là, vous perdez encore. Ça, si vous y associez un surpoids, vous perdez encore quelques points, etc. Donc, mettons toutes les chances de notre côté. D'accord. Alors, docteur Méry, est-ce qu'un homme de 2024 présente un sperme de même qualité que celui de Cro-Magnon? Celui de Cro-Magnon, on ne peut pas dire, hein, parce que contrairement à la femme, il y a une analyse qui est très facile à faire chez l'homme hein, pour voir la fertilité, c'est l'analyse du sperme, et en l'occurrence des spermatozoïdes. Alors, depuis le milieu des années 40, là, ça a été prouvé, ça a été démontré que depuis donc, les milieux des années 40 jusqu'en 1990, qu'il y a effectivement une baisse du nombre de spermatozoïdes qui correspond à peu près à une baisse de la moitié du nombre de spermatozoïdes produits dans l'éjaculat de l'homme. Alors, au départ, c'était uniquement démontré dans les pays occidentaux. Et là, en 2017, c'était encore les pays occidentaux. Et 2023, étude très récente qui a montré que c'était un état de fait dans le monde entier, en Afrique, en Asie également, en Amérique du Sud également. On a les mêmes résultats, une baisse de la moitié des spermatozoïdes, donc depuis 70 ans environ. Alors, ceci dit, je vais quand même vous rassurer, c'est que 50 millions de spermatozoïdes, c'est le nombre qu'on a actuellement en moyenne. Hein. Ça reste encore largement suffisant pour faire des bébés tout seul à la maison. Hein. Donc, les chiffres de baisse de la fertilité ne sont pas liés à cet impact de la baisse des spermatozoïdes, mais il y a un facteur un petit peu inquiétant, parce que là, je dis que c'est pas si mal, mais depuis chaque décennie, ça a été analysé, puis on a quand même une baisse qui s'accélère. La baisse du nombre de spermatozoïdes, chaque décennie, on voit de l'accélération. Donc, si on ne fait rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire, on verra après éventuellement ce qu'il faut faire, mais si on ne fait pas attention, effectivement, là, dans quelques années, ça deviendra un vrai problème. Alors, voilà. À quoi il faut faire attention? Alors, justement, est-ce qu'il y a des facteurs déjà environnementaux? Effectivement, comme chez la femme, de toute façon, les facteurs environnementaux, c'est forcément ça qui va rentrer en ligne de compte. Alors, il y a les facteurs environnementaux involontaires, les polluants extérieurs, les perturbateurs endocriniens extérieurs. Effectivement, il y a le tabac, les cigarettes. Mais même chez soi, en fait, ça va passer par des choses simples. Justement, c'est que je voulais venir. Les toxiques environnementaux volontaires, donc on revient sur le tabac, l'alimentation. Tout à l'heure, il y a Marine L'Orphelin que je vois qui est dans la salle, qui va nous donner quelques petits conseils. Mais c'est vrai que l'alimentation, ça fait partie aussi des gros soucis. Parce que là, on en parle un petit peu comme ça, mais j'ai regardé les chiffres. On est passé en 1980 en France de 8% de personnes obèses. En 2023, on était à 18%. Alors, ça fait quand même une grosse augmentation, et ça, c'est l'alimentation, parce que tout à l'heure, on en parlait, les perturbateurs endocriniens, il y en a un qui est... Le sucre. Le sucre, voilà, le sucre. Le sucre sur tous les produits transformés, il y a du sucre qui est rajouté, le sucre blanc basique, et pour le coup, c'est un perturbateur endocrinien très délétère pour la santé en général. Voilà. Donc revenir à des produits naturels et recuisiner chez soi. Bah, déjà, le fait j'en sais rien, de préparer des lasagnes maison et d'acheter des lasagnes toutes faites, vous ne consommez pas la même dose de sucre. Donc il faut recuisiner, apprendre aux enfants à cuisiner et à se préparer des bons petits plats. Aux filles. Aux filles ? Non, vous ne pouvez pas me dire ça.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Mais docteur par rapport Philoni. au poids, je pense qu'on peut l'aborder. Le fait d'avoir un IMC supérieur à 29. L'IMC, indice de masse corporelle, qui rapporte le taille sur le poids. À partir de 25, on est en surpoids. À partir de 30, obésité. À partir d'un IMC supérieur à 29, on diminue la fertilité spontanée. Ça, c'est prouvé. Donc, ça passe par une alimentation également plus saine. Et à chaque point d'IMC supplémentaire, donc 29, 30, 31, etc., on perd 4% de chances de grossesse. Donc, encore une fois, faire des efforts là-dessus. Attention, toujours à mettre en parallèle avec l'âge dont on a parlé, parce qu'à partir de 35 ans, c'est l'âge qui reprend le dessus. Ça, on n'y pourra rien. Chez la femme, pas Chez chez la- l'homme. Chez la femme, chez la femme, chez la femme. L'âge joue quand même beaucoup moins chez Chez l'homme. l'homme, oui. Oui. On a voulu faire un parallèle avec l'andropause, avec la ménopause chez l'homme, mais ça, c'est plutôt pour faire plaisir à certains scientifiques. Mais la réalité, c'est qu'un homme, s'il peut encore, est capable de faire encore des enfants jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Bah, s'il peut encore. Bon, on a bien les exemples. On a Robert De Niro, vous avez vu Al Pacino il n'y a Oui, pas c'est très vrai. longtemps, à plus de 80 ans, encore papa. Voilà. À Je propos voulais des stars, comme ça fait beaucoup de mal, les stars. les Parce stars. que ok, les hommes peuvent faire des enfants assez tard, mais les vedettes de cinéma qui Voilà. font des enfants à 45, 50 ans, c'est très délétère pour la population générale parce qu'ils pensent que tout ça, c'est naturel, c'est facile Ça à l'est. obtenir et ainsi de suite. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout facile à obtenir, ça relève du don d'ovocytes et ça reste des démarches compliquées. Et je pense que les exemples, puisque beaucoup de gens maintenant sont influencés par les influenceuses et que probablement il va falloir faire passer des messages et ça fait partie du plan remis par Amama de proposer sur des sites Instagram et compagnie des messages pour les jeunes adultes sur comment préserver sa fertilité, comment envisager la place de l'enfant à venir et à quel moment le faire sans pour autant avoir une politique trop pro-nataliste, puisque là, on va se retrouver maintenant en conflit avec les faits de société et la place de la maman. En fait, c'est surtout ça le problème. C'est un problème sociétal plus qu'un problème Ouais. environnemental. Donc, Enfin, en 2024, oui, mais attention quand même. Attention, je reviens simplement sur le glyphosate. Vous avez entendu, il n'y a pas très Tout à longtemps, fait. il y a eu des manifestations, on est tous au courant de nos agriculteurs. Et le glyphosate avait été mis en avant pour être carrément supprimé. Voilà. Ça a été remis ils sont revenus en arrière. Je trouve ça un peu dommage, puisque le glyphosate, en dehors de la fertilité, il a quand même été démontré dans certaines études un lien, la population des agriculteurs, où il y avait une augmentation du risque de cancer. Alors, attention, effectivement, comme c'est multifactoriel, ils sont gentils, les lobbies sont gentils, dire mais il n'y a rien qui est démontré, parce que quand c'est multifactoriel, il faudrait qu'on fasse une étude avec sur 20 ans uniquement qu'avec un produit d'exposition, c'est impossible. Les gens sont exposés à tout et n'importe quoi, et c'est compliqué de faire la part des choses. Il y a l'effet cocktail dont parlait le docteur Feloni. Effectivement, parfois, on pense que la concentration, plus on augmente, plus ça va être dangereux. Et en fait, non, parfois, des petites doses, mais mélangées avec d'autres petites doses d'autres polluants, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, attention, tout ce qu'on entend à la radio, les études ne démontrent pas l'effet toxique, etc. Si. Il y a des choses qui sont naturellement, on le sait que c'est pas bon, des choses qui éliminent des pesticides ou des choses qui vont éliminer des choses, mais qui vont pas être nocives pour nous. On réfléchit 2 minutes, c'est pratiquement improbable que ça soit possible. C'est illusoire. Voilà. Ça, je voulais simplement faire le point là-dessus, que le glyphosate, certains autres pesticides, des choses, etc. On revient, il faut revenir à des choses naturelles. Non, je ne suis pas sponsorisé par Monsanto. Non. Voilà. Donc simplement, c'était refaire ce parallèle. Attention, qu'il faut vraiment faire attention quand même si je rejoins simplement, c'est que là, les gens ont peur, les gens sont inquiets. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'enfants en 2024. L'âge recule aussi. Alors, il y a l'histoire je pense beaucoup plus de femmes font de plus en plus d'études, de plus en plus longues. Je suis la première concernée, je pense, en ayant fait des études de médecine. J'étais relativement jeune en ayant eu des enfants par rapport à beaucoup qui attendent d'avoir fini. Et souvent, on arrive justement à cette histoire de 30, 35 ans et on rejoint l'âge. Ne pas oublier que l'âge avant les perturbateurs endocriniens va être la principale cause d'infertilité. Donc, il y a la carrière, mais... vous parliez du Covid, on l'a abordé. Certes, je pense à créer un petit peu,
pas une psychose, mais voilà, une peur environnementale possible, mais également la peur environnementale globale, écologique, où aujourd'hui, la génération future a peur d'avoir des enfants dans le monde dans lequel on vit. Et d'où beaucoup de femmes aujourd'hui nous disent « j'ai pas envie d'enfants », qui viennent pour potentiellement préserver de leur fertilité au cas où, mais qui peut-être se disent « non, mais j'en aurai jamais ». Et qui ne savent pas et du coup qui préservent. Et ce qui est nouveau aussi, c'est le comportement des hommes aussi qui ont peur de concevoir des enfants. Ça, on ne le voyait pas avant. Tout à fait. Il y a le nombre de vasectomies qui a explosé. C'est vrai que ça a explosé, puisqu'en plus, nous, on voit, avant, c'était interdit. Avant, on n'avait pas le droit. Au niveau des recommandations, on ne pouvait pas faire de vasectomie avant que la personne ait déjà été papa. Maintenant, on voit des gens arriver de 24, 25 ans qui ont réfléchi. Ah non, mais moi, j'envisage pas du tout d'être papa, de mettre des enfants dans un monde qui va mal. Mais on congèle quand même des spermatozoïdes, c'est pour ça qu'on les voit aussi. Mais c'est vrai que ce discours, donc on l'entendait pas. Ils viennent quand même, ils font quand même la démarche. Ils font la démarche parce qu'il y a toujours un petit recul derrière. On ne sait jamais. Mais c'est vrai, c'est que ce nombre de vasectomies, et on est passé, je crois, à 10 000 par an en France, qui avant on était à 1000. Pour faire un ratio, on est passé de 1000 à 10 000. On voit bien que c'est Alors, c'est bien pour les femmes parce que c'est aussi une contraception qui est moins dangereuse parce qu'on parlait des perturbateurs endocriniens, mais si jamais tu veux rebondir là-dessus, Bertrand. Que le premier des perturbateurs endocriniens est la pilule, puisqu'elle bloque l'ovulation et elle permet de ne pas avoir d'enfant. Donc, c'est vécu comme un médicament, mais c'est aussi un perturbateur endocrinien. Qui est réversible. Qui est réversible, bien sûr. Oui. Mais toujours à mettre en parallèle avec l'âge. Il y avait une étude dans le rapport Amama qui disait que le nombre de femmes de plus de 35 ans ayant des enfants est maintenant à peu près aux alentours de 200 000 par an. Quand la pilule est arrivée, dans les années 70, il était de 50 000. C'est-à-dire que les femmes ont bénéficié à ce moment-là de l'effet pilule. Je ne veux plus avoir d'enfants, je veux être tranquille, je vais pouvoir vivre ma vie sexuelle sans être embêtée par le spectre d'avoir un enfant. Souvent, elles avaient déjà eu leur famille et elles voulaient simplement maintenant profiter de la vie. Alors que maintenant, la pilule sert à retarder l'âge de faire un enfant, ce qui est bien, mais ce qui est aussi dangereux, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé Tiffaine Semet, il va falloir évaluer la fertilité des filles entre 20 et 30 ans lors des visites gynécologiques. Il faut que tous les gynécologues soient formés à cette analyse rapide, qui, pour nous qui sommes spécialistes de PMA, consiste à faire une échographie et à regarder un petit peu la taille et le volume des ovaires et qui nous permet d'avoir un aperçu sur la potentialité d'être enceinte. C'est qu'un aperçu très loin, si on va aller plus loin, il faut faire d'autres bilans. Mais c'est là, si on avait ce coup d'œil et qu'on pouvait prévenir les gens, attention, vous n'avez pas tout à fait la même chance que votre cousine, que votre voisine, que votre copine, ça pourrait les permettre à ce moment-là d'aller vers la préservation s'ils n'ont pas d'enfants ou revenir sur leur décision qui n'est de ne pas faire d'enfants dans le monde actuel. Mais docteur Semet, vous qui êtes gynéco, est-ce que quand vous avez des jeunes patientes, vous les prévenez en leur disant attention, à tel âge, ça va être plus compliqué. Est-ce que maintenant vous avez cette démarche-là ? Alors, il faut toujours, je pense, garder un petit peu des pincettes. On n'est pas là pour décider à la place des gens. On est là pour leur donner une information médicale, physiologique. On n'y peut rien. C'est la physiologie de la femme. Et je pense que c'est important qu'elle l'ait entendue à un moment. Après, elles font leur choix. Mais en effet, il faut avoir ce regard-là et dès que je fais des cours, j'y pense sur les cours de médecine. Je pense que tous les médecins devraient y penser, que quelquefois, dans la population générale, et c'est normal, on n'est peut-être pas au courant de ça, et savoir que la fertilité baisse avec l'âge. À quel âge elle baisse vraiment ? 35 ans. 35 ans. À partir de 30 ans, clairement, il y a une baisse. Il y a des grosses variations individuelles. Mais à partir de 35 ans... Et jusqu'à quel âge ? Non. La prise en charge en PMA, c'est 43. Mais franchement, à partir de 40 ans, très souvent, c'est compliqué. Il y a vraiment d'où la préservation pour faire un parallèle, pour la préservation sociétale des ovocytes, c'est entre 29 et 37 ans. Pourquoi ? Parce que la qualité des ovocytes diminue avec l'âge et du coup, pas d'intérêt de préserver après. Surtout, on n'est pas des magiciens. À partir de 38 ans, les taux de grossesse en PMA sont beaucoup plus faibles. PMA, c'est-à-dire insémination, fécondation in vitro.
Entre 40 et 42 ans, le taux de grossesse en fécondation in vitro, le taux d'accouchement est de l'ordre de 6% par ponction. Donc, c'est relativement faible, alors qu'à 30 ans, il est de 30%. Et à 45 ? À 45, il est nul. Enfin, il est nul, il tend vers zéro. Non, parce qu'on ne fait pas de fécondation in On fait vitro. pas. Alors, en France. je refais une petite précision. Si on a congelé des ovocytes en France, maintenant, on peut les utiliser jusqu'à 45 ans. Ça, c'est de la fertilité différée. Oui. Mais la PMA s'arrête à 43 ans. Elle s'arrête non pas pour faire suer les gens, parce que les résultats sont pas bons. Sont proches de zéro. Ils sont à 1%. Et les grossesses que vous voyez entre 40 et 50 ans, souvent, c'est des grossesses issues du don. C'est des grossesses issues du don d'ovocytes qui va pouvoir se faire en France maintenant à petite échelle, mais qui est fait de façon médico-commerciale en Espagne, en Belgique, en République tchèque, et qui fonctionne comme du papier musique. Et du coup, avec ces stars qui ont des enfants à 50 ans, etc., on a souvent la sensation que c'est un enfant quand on veut, alors que je pense que c'est un enfant quand on peut. Tout à fait. Vous avez une question par rapport aux hommes aussi ? Non, en fait, c'est parce que, oui, pour revenir simplement sur, quand on fait le ratio, toujours 97% des enfants sont quand même, en France, c'est encore lié à une prise, enfin, c'est un couple hétérosexuel qui fait son bébé à la maison tranquillement. Hein. Honnêtement, si jamais ça baisse, c'est les femmes aussi qui font des bébés de plus en plus tard, mais je pense aussi que les hommes ne les aident pas beaucoup, parce qu'ils ont aussi des informations contradictoires en pensant qu'on peut faire des bébés à 45-50 ans aussi, ils pensent la même chose, les hommes. Et puis les femmes aussi, et les hommes c'est pareil. En 2024, on dit aux gens, il faut être performant, il faut avoir sa petite famille, enfin avant d'avoir sa petite famille, il faut d'abord avoir son petit boulot, être bien, tranquille, etc. Alors qu'en fait, non, on n'a pas le temps. Moi, j'ai fait des enfants, là, on est tous parents ici, là. On les a fait alors que c'était pas le moment. C'est jamais le bon moment pour un gamin, donc quand il faut y aller. Ça, c'est un des messages qu'on avait déjà passé l'année dernière, mais c'est jamais le bon moment. On n'est pas prêt à être papa ni maman, on se dit, non, on s'en fout, faut y aller. Voilà. Parce que c'est notre mission, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas, mais notre mission, c'est peut-être quand même de permettre à une future génération d'être présente, sinon on va s'arrêter. Hein. Alors, quel autre conseil vous donnez à part il faut y aller ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, mais par contre, sur les perturbateurs endocriniens, pour peut-être conclure là-dessus, il y a quand même des petites mesures qu'on peut mettre en place pour essayer de diminuer toutes ces causes multifactorielles dont on parlait. Le tabac, je pense que vous l'avez compris, l'alimentation associée à un peu de sport, de l'activité physique, voilà, donc un rythme de vie le plus sain possible. Après, chez vous, pas hésiter à aérer votre maison, parce que finalement, même été comme hiver, dans l'air ambiant, les bougies parfumées, les choses comme ça peuvent être source de perturbateurs endocriniens. Sur l'alimentation, plutôt des aliments biologiques, pas hésiter à laver vos aliments, à les éplucher. Les produits de beauté aussi. Les produits de beauté, bien sûr, les plus bio possibles, mais attention au bio, parce qu'il y a qu'est-ce que est écrit dessus, derrière toutes ces étiquettes. Alors, je ne suis pas une pro pour toutes les définir, mais après, il y a des applications qui sont très bien faites pour essayer d'évaluer tout ça. Dans l'hygiène aussi, dans les lessives, tous les produits d'entretien. La cuisson, si vous pouvez, mettez à la poubelle toutes vos boîtes en plastique et vous prenez des boîtes en verre pour ranger vos aliments dans votre frigo. Ou vous réchauffez dans votre assiette et pas dans la boîte en plastique. C'est le réchauffement du plastique qui relargue en fait beaucoup de particules de plastique dans votre alimentation et qui est mauvaise. Du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire chauffer les biberons en plastique, qu'il ne faut pas... voilà, c'est des petites choses bêtes, mais qui peuvent peut-être, à terme, changer un petit peu les choses. Sur les produits ménagers, on parle le vinaigre blanc, le bicarbonate, des choses... revenir aux choses simples. Chez les hommes, c'est exactement la même chose. Hein. Trop de ménage ? Pas trop de ménage. On va passer pour des vieux actionnaires. Heureusement que je suis là. Non, c'est bon. Non. Bah, de toute façon, on va refaire un parallèle. On a encore les questions après, hein, derrière. C'est ça. Hein, d'accord, on va avoir les questions. Simplement, voilà, s'il y a des conseils à donner. Bon, tout à l'heure, en plus, je rejoins encore Marie de l'Orphelin tout à l'heure qui va parler des choses à faire pour être mieux. Honnêtement, ça, c'est des conseils de base que tout le monde devrait appliquer. Donc, j'espère qu'il y aura du monde aussi pour tout à l'heure pour l'écouter.
Mais effectivement, manger sainement, faire du sport, c'est important, parce qu'on sait que c'est très bon aussi. Ça, c'est des choses essentielles pour aller mieux, mais aussi, il faut avoir confiance. Moi, je redirais aussi ça. Il faut que les gens ils reprennent confiance. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur, parce que là, on entend la télé, la guerre, etc. Ça a toujours été, mais l'environnement qui va mal, on ne sait pas si en 2050, il y aura encore... il fera encore froid, on aura tout trop chaud, etc. On ne sait pas. Mais honnêtement, je pense que c'est la notion de confiance qui est importante. Quand on veut faire des bébés, il faut avoir confiance. On n'est pas les pires. Hein. Nous, les hommes de Cro-Magnon, on revient. Ils étaient coursés par des mammouths. Ils faisaient des enfants. Hein. Et il y a eu des guerres mondiales énormes, catastrophiques. Les gens faisaient des enfants. Donc nous... Non, ils voulaient faire une petite blague. Vous voulez la faire? C'est que là, c'est l'heure de la sieste. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure, Bertrand? Non, tu veux pas rebondir? Ils profitaient de la sieste, c'est pas la télé ni les écrans. De la sieste, voilà, parce qu'il y a la sieste qui permet de fertilité pendant la sieste. Oui, les écrans aussi, c'est une catastrophe. Hein. Moi, je me bats avec mes enfants pour les écrans, c'est source parce qu'ils vont voir des bêtises qui vont leur dire, les influenceurs qui vont dire de mettre tel ou tel produit, mais surtout aussi, c'est qu'ils vont leur dire de faire des enfants à 45 ans parce qu'avant, il faut avoir sa vie, il faut être performant. Non, il ne faut pas être performant, on est tous là, on n'est pas forcément aussi performant que ça. Mais on fait des enfants, et quand on va mourir, les dernières images que l'on aura, ce sera nos proches, dont nos enfants, les échanges qu'on a eus avec eux. Voilà. Donc, c'est un petit message, c'est dire qu'il faut avoir confiance, faites des enfants, messieurs, dames. On va passer aux questions. Merci. Alors, on ne s'ennuie pas. Hein. L'année dernière, on les avait, ils étaient bien sympathiques aussi, et notamment pour les blagues. Hein. Vous avez un tempérament pour la blague assez intéressant. Alors, à l'issue de cette table ronde, vous le savez, il y a un petit jeu de questions-réponses avec l'Assemblée pour savoir s'ils ont bien suivi, même si ce n'est pas l'heure de la sieste. Et donc, on ne leur demande pas d'appliquer vos conseils tout de suite. Hein. Restez bien tout au long de cette journée. Vous aurez tout le loisir ce soir de faire ce que vous voulez. On va passer aux questions-réponses, si ça vous dit, et puis de pouvoir peut-être éventuellement répondre en fonction des questions qui auront été posées. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions, ou peut-être avez-vous peut-être un propos introductif, une question à poser avant qu'ils ne posent leurs questions? Moi, j'ai une question. Ah, non, mais parce que Qui avait logiquement, c'était ça. notion de cette baisse de fertilité liée à l'âge Voilà. Donc, nous C'est avons bien. un public averti et aguerri, un public d'experts. OK. Et vous aviez une question. Non, mais Oui, parce que c'est ce que vous m'aviez on l'avait dit. envisagé et ensemble. J'essaye de meubler depuis Je 2 vais le faire, minutes. je vais le faire, je vais le faire, Ah, je vais le faire. Alors, la est-ce que vous question- avez des questions? Parmi les personnes jeunes, bon, il y en a un certain nombre dans la salle, qui, alors faut être honnête, hein, qui n'envisage de pas avoir, enfin, qui envisagerait de ne pas avoir d'enfant dans sa vie, par exemple? Une personne honnête là-bas, voilà, c'est bien. 1, 2, 3, Trois personnes. 4. Madame 4. Très honnête, madame aussi. On serait au marché. Donc 4 personnes. La question c'était de ne De pas ne avoir pas, d'enfant de dans ne l'année. pas avoir d'enfant. Non, pas dans l'année, du tout. Du tout. Du tout dans toute sa vie, ouais. Dans Du toute sa jardin, vie. ouais. Dans toute sa vie. Ok. Oui, Très bien. Et quelle est la deuxième question alors? c'est ça, c'est savoir si jamais il y avait une évolution des mentalités. Est-ce que vous Alors, voulez que je- j'aille leur demander pourquoi? Pourquoi? Oui. Oui, pourquoi le monsieur qui est là, qui est très gentil, là, qui a l'air très gentil. Pourquoi? Les raisons, elles sont multiples. C'est déjà, je pense qu'il faut avoir envie d'avoir un enfant. Vous parlez de confiance aussi, c'est important. Et ouais, c'est vrai que le climat global donne pas trop envie globalement. Mais je pense que les raisons, elles sont multiples. Enfin, c'est difficile d'établir une réponse. La perte de confiance en l'avenir, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Mais c'est être sûr de sa santé financière, son équilibre, vraiment avoir envie, trouver la bonne personne. Enfin, c'est un ensemble en fait, c'est pas aussi simple. C'est ça, en fait. C'est dur, mais il y a la moitié, surtout dans les grandes villes, hein, la moitié, on se plante. Hein. Moi, je suis pas avec la maman de mes enfants, hein, je suis planté, mais pour rien au monde, je referai autre chose dans ma vie. J'ai fait mes Alors enfants, ne c'est ratez pas l'essentiel. le salon du mariage. Hein, c'est au mois d'octobre. Non, mais c'est pour dire qu'on veut trop vouloir maîtriser. On ne maîtrise pas. Alors, à côté de moi, eux, c'est des bons exemples. Eux, ils sont encore ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire que, voilà, en gros, si on doit se dire qu'il faut qu'on ait la bonne personne, on attend la bonne personne, on attend d'avoir sa santé financière, non, c'est jamais le bon moment. Allez, il faut y aller. Faut trouver quelqu'un quand même. Hein. On a discuté tout à l'heure, il faut quand même trouver quelqu'un au départ.
Oui, c'est surtout ça. Et puis maintenant, les jeunes aussi font des études de plus en plus longues, etc. Donc, non, mais c'est vrai. Du coup, ils ne sont pas dans cette optique-là. Madame Dufond, tout là-bas, c'est pour les mêmes raisons, c'est pour des raisons différentes. Vous ne souhaitez pas l'évoquer. Vous pouvez l'évoquer devant toute l'Assemblée ici. Ça ne vous mettra pas la pression. On va pas l'embêter. On ne vous embête pas mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on peut parler très longtemps. Hein. Lionel est prêt. Oui, effectivement. Oui, une question. Premier rang, ça m'évite d'aller très loin. Nombre de pas par jour, il sera pas bon. Tout à l'heure, je l'ai fait marcher, donc ça va, ça compense. Pourquoi elle a mis la préservation de la fertilité à 29 ans et pas plutôt vers 24, Pour 25 laisser ans le temps aux femmes d'avoir leur projet personnel. L'idée n'est pas non plus de préserver tout le monde, parce que ça a un coût. Aujourd'hui, c'est pris en charge par la sécurité sociale, toute cette préservation, sauf le coût de congélation annuelle, mais qui est finalement très faible par rapport au coût de la stimulation, de la ponction, etc., qui doit être répété. Donc l'idée n'est pas d'avoir les ovocytes de tout le monde au congélateur. L'idée est de proposer ça en supplément si vraiment il faut différer. Après, c'est une avancée pour justement permettre aux femmes d'avoir des enfants un petit peu plus tard avec les avancées de la société, mais ce n'est pas une solution miracle pour tout le monde. Et quand je reçois les patientes en consultation, je leur dis c'est des chances supplémentaires de grossesse, mais ce n'est pas du tout 100% de chances de grossesse après, une fois qu'on a préservé quelques ovocytes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on obtiendra une grossesse. Très bien. Une autre question, tout au fond. Ah là, cette fois-ci, vous me faites me déplacer. Non, mais on a vu en fait ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, qui était là ce matin pour les conférences? Ah, voilà. Je retrouve mes habitués. Vous voyez, je continue mon exercice physique. Activité physique quotidienne, c'est important. À vous la parole. Oui, bonjour. Est-ce que quand on fait congeler nos ovocytes, qu'on les utilise pas à temps, est-ce qu'ils sont redistribués à des femmes qui ne peuvent pas, enfin, après? La loi autorise la préservation donc jusqu'au 37e anniversaire et ils sont conservés pour vous jusqu'à vos 45 ans, jusqu'au 45e anniversaire. C'est-à-dire que jusqu'à cette période, vous pouvez ou pas les utiliser. Il est probable qu'ensuite, sous le mode du volontariat, c'est-à-dire qu'on vous serez sollicité pour le faire, on vous sollicite pour les donner. Mais à l'heure actuelle, c'est pas comme ça que ça se passe, par exemple, à l'étranger. À l'étranger, en Espagne, ils congèlent des ovocytes chez les filles très jeunes, de 20 à 25 ans. Les filles sont rétribuées pour le faire. C'est pas de l'achat à la sauvette, c'est de l'achat réglementé par la province. Et du coup, ces ovocytes, ils ont une, entre guillemets, vraie valeur marchande. Ils sont très qualitatifs. Il est probable que de congeler des ovocytes, ça rejoint un petit peu la question de la première question, que les ovocytes congelés à 34-35 ans, ils aient moins de valeur marchande que des ovocytes congelés à 28-29 ans. Pourquoi on ne congèle pas des ovocytes à 28-29 ans? Parce que, en fait, le taux de réutilisation va être très faible. Et il est probable que la loi pourrait évoluer. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de... S'il n'y avait pas la sécurité sociale, on pourrait faire ce qu'on voudrait. En France, en Espagne, tout est découplé, tout est payant. Et du coup, les gens achètent ou pas un service, achètent ou pas une option. En France, c'est remboursé. Une fécondation in vitro, ça coûte à peu près 4 000 €, 5 000 €. Donc, c'est un coût pour la société, effectivement. Pour préserver une femme de 34-35 ans, on veut avoir une quinzaine d'ovocytes. Ça représente parfois 2, 3, au maximum 4 ponctions. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement mis là-dedans. Et en priorité, ça sera pour l'utilisatrice. Mais il est fort à parier que dans 15 ans, ça alimentera les banques d'ovocytes. Mais là aussi, le don d'ovocytes en France, pour l'instant, c'est une activité plus que marginale. C'est 400 enfants nés en France par cette technique, alors que nous, personnellement, à Saint-Étienne, on envoie 2 couples par semaine à l'étranger. Pour revenir simplement, on dit 45 ans, mais on pourra les donner avant. Hein. Si vous avez fait vos enfants en dehors de la conservation d'ovocytes à côté et que vous voulez les donner à un autre couple, là, ça sera tout à fait possible, même avant vos 45 ans. Ça sera aussi notre... On a quand même l'expérience du don d'embryons qui ne fonctionne pas. De quoi ? Il y a des tonnes d'embryons dans les frigos, dans les congélateurs, 3500. qui ne sont pas utilisés et pour lesquels il n'y a aucun projet d'accueil. Alors que la loi sur l'accueil d'embryons existe.
mais il y a des tels freins organisationnels et moraux C'est autre chose, hein, de et donner qui des embryons. ne sont pas les gamètes, c'est pas activés. pareil. On peut faire le parallèle actuellement. Un couple qui a des embryons congelés qui ne souhaite plus les utiliser a le choix chaque année soit de les détruire, soit de les donner à la science, soit de les donner à un autre couple. Et progressivement, possiblement, on fera pareil avec les ovocytes. Ce sera plus simple pour donner ces ovocytes que ces embryons, effectivement, puisque ça a une application éthique et psychologique beaucoup moins importante de donner un ovocyte ou des spermatozoïdes que de donner un embryon qui a été conçu au départ pour donner son propre enfant. Donc c'est encore nos discussions, un autre débat encore. Tout à fait. Débat passionnant. On arrive au terme de cette table ronde. Alors, je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres questions. En tout cas, alors, madame, on va faire une exception pour vous. En 15 secondes, après, on est obligé d'enchaîner. Alors, n'oubliez pas, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos intervenants dans les stands qui sont côté salle de stand. Vous pourrez évidemment les questionner et les interroger à ce sujet. Madame, je me fais le relais de votre voix. Drogue et fertilité. Ah bah, tout à fait. On a parlé du tabac, mais c'était un peu vague, mais le cannabis a un impact important. Et puis les autres drogues, forcément, comme il y a un impact aussi, ce seront aussi des perturbateurs endocriniens, puisqu'il c'est du plaisir, ça donne du plaisir, ça va jouer sur certains récepteurs, donc forcément, on va avoir un effet derrière également, ouais, effectivement. Ouais. Eh bien, merci, on peut les applaudir. Merci à tous les trois pour ces explications sur la fertilité. Merci à Muriel Catalano pour avoir conduit cette table ronde.